La toxicité des enfants hyperactifs. Alors, quand je dis des enfants hyperactifs, c'est pour être gentil. Parce qu'en fait, ce que je vais vous expliquer là, ça touche aussi les parents dans nos situations. Et ça concerne aussi la plupart des autistes. C'est le même genre de situation. En plus ou moins aigu, je dirais. Mais basiquement, ça va être la même chose. Donc, si vous avez un autiste dans les pattes, voilà. Bon, évidemment, maintenant, on va en avoir de plus en plus. Hein. Donc, ça, grâce à votre protocole de vaccin obligatoire, il va y en avoir de plus en plus. Donc, on y va. Alors, effectivement, de plus en plus d'enfants vont avoir des problèmes d'attention et d'hyperactivité. Et puis, en même temps, avec ça, c'est exactement, enfin, on me pose à chaque fois la question, hein, on me dit oui, je comprends pas, il ou elle a de l'eczéma, des problèmes de respiration, des allergies. Et là, je leur dis, mais je leur demande, mais c'est un enfant éveillé? Ah oui, oui, très. Il a beaucoup de mal à se poser. C'est un enfant extrêmement actif. Ouais. Ah oui, mais on entend que lui en classe. Ouais, ouais. Je sais. J'ai testé pour vous. Ouais. J'en connais beaucoup. J'ai testé moi-même, mon mari a testé lui-même et nos gosses ont testé eux-mêmes. Donc ouais, vous allez voir que les mêmes schémas reviennent systématiquement dans ce genre de situation. Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien, donc je vais vous raconter ça maintenant. Donc déjà au menu, il va y avoir comment reconnaître les principaux signes de déséquilibre qu'il faut savoir identifier dans ce cas-là. Pourquoi vos enfants aiment et réclament à tout prix des aliments que vous voudriez leur éviter de consommer, théoriquement? Pourquoi il est tellement difficile de les en détourner? Et comment savoir si votre enfant est atteint de TDAH et comment on peut intervenir à temps pour l'enrayer? Et quelles solutions sont offertes par l'aromathérapie holistique, hein, aussi. Donc déjà, il y a quelques chiffres. On a déjà 2 fois plus de maladies chroniques des enfants en 20 ans. Et vous allez voir à quel point c'est complètement interconnecté. Il y a plus de la moitié des enfants de 8 à 14 ans qui souffrent d'une maladie telle que asthme, obésité, TDAH, voire eczéma. Plus de la moitié des enfants de 8 à 14 ans. Moi, c'est un truc qui m'avait choquée, je me rappelle. Bon, maintenant, les miens, c'est des vieux. Mais c'est marrant parce que c'était pas tant que ça en Chine, mais quand on est retourné en Californie il y a quelques années, 6-7 ans, mon fils, il a été à la high school, donc l'équivalent du lycée, finir sa scolarité, et là, comme n'importe quel bahut, on fait remplir un papier pour des informations sur sa santé. Bon. Et alors, il y avait évidemment 4 pages de listes de maladies éventuelles et de médicaments possibles, etc. Bon. Et donc, quand moi j'ai ramené mon papier en disant que mon fils, il avait ni une de ces maladies et prenait aucun de ces médicaments, l'infirmière, elle a cru que je me moquais d'elle. Elle me dit, mais il n'a pas d'eczéma? Ben non. Il fait pas d'asthme? Ben non. Je fais pas d'otite? Ben non. Bon, ne vous inquiétez pas, quelques mois après, il allait se faire le méga traumatisme crânien qui fait que... Et ouais, il a rattrapé la sauce. Hein. Mais en attendant, quand il est arrivé, il avait absolument rien. Et la fille, elle n'en croyait pas ses yeux. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, bah, normalement, il y a forcément quelque chose. Oui, ils ont forcément quelque chose. Et la plupart, ils ont forcément quelque chose qui passe en général complètement inaperçu, dont les parents ne s'occupent pas. Et bah, c'était le cas d'ailleurs, une des toutes premières clientes que j'ai eues en Californie.
c'était quelqu'un qui me ramenait ses gosses qui étaient tout petits pour leur eczéma. Et en allant regarder d'où ça vient, je me rends compte que les deux, ils sont Asperger, quoi. Gros comme une maison. C'est des gosses d'une intelligence mais surdimensionnée et qui étaient évidemment, ils avaient tout, la candidose, l'eczéma, enfin tout ce dont on va parler là. Et bon, et quand ils ont cet âge-là, ils avaient quoi, entre 2 et 5 ans, il faut impérativement traiter les parents. Et j'ai traité la mère, et la mère, elle avait le stock. Et ça a été une de mes plus belles réussites avec le traitement de la candidose. Donc, bon. Mais en général, ça commence toujours par l'eczéma. Et donc, si vous voyez des gamins avec de l'eczéma, déjà tout petit, et qu'en général, ça continue avec de l'asthme, si vous grattez un peu, vous vous rendez compte qu'en classe, ils n'arrivent pas à tenir en place. Et que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Donc, il y a des signes annonciateurs qu'il faut savoir identifier absolument. Donc ça, je vous en parlais pas mal. Et surtout, il faut que vous sachiez que ces maladies, entre guillemets, c'est pas des maladies dans ces cas-là, ce sont des symptômes, je dirais plus, parce qu'il faut pas les prendre comme des maladies séparées. La connerie, c'est de dire, ah ben, je vais lui soigner l'eczéma, je vais lui soigner l'asthme. Non! Dans ce cas-là, il ne faut pas aller se les faire un par un. C'est comme beaucoup de choses. Ça ne sert absolument à rien. Il faut aller à la cause commune. Et la cause commune, c'est l'état du ventre, les problèmes d'immunité, de toxicité et l'état nerveux. Et ça nous concerne absolument tous. Alors, l'environnement actuel. Alors, quand je dis l'environnement actuel, qui nous prédispose, qui augmente les risques, ben, malheureusement, on peut difficilement passer au travers parce qu'il y a ce qu'on boit, ce qu'on respire, ce qu'on mange, et puis surtout la politique vaccinale en France. Mais donc, l'environnement nous favorise les maladies chroniques qui sont de plus en plus considérées complètement banales. Hein, parce que de toute façon, on s'en fout, il y a des médicaments qui peuvent être donnés à vie. Donc pourquoi? Ok. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Donc plus vous connaîtrez ce qui peut être évité, mieux c'est. Okay, donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est reconnaître les principaux signes de déséquilibre. Alors, il y a évidemment les infections respiratoires à répétition, il y a les maux de ventre, les gonflements, les maux de tête récurrents, les colères incontrôlables, les variations d'humeur fréquentes, les angoisses et les insécurités inexpliquées. Et c'est souvent à cause de ces angoisses et de ces insécurités que les gosses ont des mouvements d'humeur impressionnants et complètement incontrôlables, les cernes sous les yeux, la constipation. J'en ai encore une il n'y a pas longtemps, tiens. Ah bah hier, c'était pendant le coaching commun, tiens. Ouais. Ouais. Et j'en ai une autre. Bah bref, ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, on me parle de ça et je découvre qu'en fait, le gamin... Au début, les parents ne me présentent pas les choses comme ça, puis c'est à chaque fois que je creuse un petit peu que je vois que la liste, elle y est. Et c'est marrant à quel point les parents ne la voient pas, cette liste. Il faut vraiment leur mettre le doigt dessus parce qu'ils sont tellement habitués à voir leur gamin comme ça qu'ils ne voient pas ce qui cloche, en fait. C'est pareil pour la diarrhée qui dure. Les morceaux d'aliments dans les selles, quand on commence à regarder, on en trouve. Le manque d'appétit, les éruptions cutanées et les mangeaisons, l'hyperactivité, bah évidemment, ça c'est un signe. Le manque d'attention aussi, le retard de développement ou le retard de poids. Moi, j'ai eu ça avec ma fille jusqu'à l'âge de 10 ans. Je l'habillais en 6 ans. Du jour où elle s'est mise à absorber, on a réparé un tas de choses chez elle, bim, elle a grandi et grossi d'un coup. La fatigue, pareil, ces gosses-là, ils sont en général, ils tiennent sur les nerfs. On a envie de leur enlever les piles, alors qu'en fait, ils sont très fatigués, mais ils ont des piles aux fesses. Je veux dire, ils sont montés sur ressort parce qu'ils tiennent sur leurs nerfs. Et puis, il y a la mélancolie. Donc là, on a une belle liste. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui peuvent se reconnaître.
reconnaître leurs enfants, mais aussi se reconnaître eux. Hein. En général, c'est un truc qui se refile de père en fils. Hein. Alors, il faut savoir que dès que ces signes apparaissent, à plusieurs évidemment, si vous avez un gamin qui est que constipé, bon, à la limite, ou qu'il a temporairement un passage de, je sais pas moi, de diarrhée, c'est aussi temporaire, on ne va pas s'exciter avec ça. Mais s'il a au moins trois de ces symptômes, on commence à s'inquiéter. Ça devient révélateur. Et puis, ça devient surtout un révélateur de candidose. Ça devient un révélateur d'inflammation, donc de déficit nutritionnel. Et ça, c'est ce qui est de plus en plus courant chez les gosses. Donc, de toxicité, parce que sans les nutriments, les cellules peuvent difficilement se nettoyer, et puis il y a une accumulation. Et donc, quand il y a la toxicité, il y a aussi les sensibilités alimentaires. Mais surtout, il y a l'inflammation. Alors, petite précision sur l'inflammation. Alors, la cheville tordue, hein, quand vous faites une entorse, vous le savez tout de suite. Hein, ça gonfle, ça pique, ça rougit. Ça, c'est l'inflammation. Mais vous pouvez, sans le savoir, subir une inflammation silencieuse qui ne se voit pas et qui est à la source de beaucoup de maladies chroniques et dégénératives. Alors, à ce sujet, là, je vais prendre mon pied parce que je suis en train de travailler sur l'article que je vais rajouter à ma plus de 400 listes sur Club Équilibre Naturel. Et grâce à une bande de chercheurs qui a enfin mis le doigt sur le lien entre cette inflammation et la présence de champignons, de mycoses. Ça fait quoi, 10 ans que j'en parle? Et bon, ça commence à sortir. Mais là, ça va faire énormément de bruit. C'est génial. Donc, je suis en train de vous mijoter ça. Ça va être un pied énorme. Parce que là, pour une fois qu'il y en a qui le prouvent scientifiquement, mes petites expériences de thérapeute à côté, c'est des pipis de chat. Hein. Donc, cette inflammation, elle est entretenue par l'obésité. Ah oui, alors au fait, il y a quand même 50% de la population française maintenant qui est obèse. Hein. Vous êtes en train de prendre le pas sur les Américains, hein, mes petites, hein, accessoirement. Ça prend du temps, mais ça marche. On vous détrempe, on vous déteint dessus hein, ici. Hein. Et quand je dis non, c'est pas moi, parce que bon, mais l'américanerie. Hein. Donc l'obésité, c'est aussi le diabète, c'est l'hypoglycémie, c'est l'hyperinsulinémie, c'est les allergies alimentaires et les sensibilités alimentaires. Et donc, dans l'inflammation, il y a évidemment l'influence des toxines environnementales comme les métaux lourds. Ça, c'est les vaccins, les médicaments, l'eau courante, les colorants alimentaires. Il y a des infections chroniques qui sont entretenues par le cercle vicieux de l'inflammation qui entretient les réactions d'immunité. Donc, liées à la candidose, il y a l'alimentation déséquilibrée. Alors, bon, quand je dis alimentation déséquilibrée, encore, j'aurais pas dû dire ça parce que ça veut rien dire. Il y a tellement de parents qui sont convaincus qu'ils font très attention à leur alimentation, qu'elle est très équilibrée. Oui, c'est tellement subjectif. Et en fait, ce que je veux dire par une alimentation déséquilibrée, c'est pas assez de nutriments. Okay, c'est la qualité. Okay. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de nutriments pour nettoyer et réparer l'organisme. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui provoque, au bout du compte, une hyperperméabilité intestinale qui, elle, entretient les sensibilités alimentaires et le cercle vicieux de la monopolisation de l'immunité et de l'inflammation. Et c'est ça qui rend tout chronique. Donc, la conséquence sur les enfants, il y a des allergies, des vraies allergies. Hein. Des gosses qui meurent en 2 minutes parce qu'ils ont reniflé la trace d'un beurre de cacahuète. Ça existe. C'est de l'allergie. Les sensibilités alimentaires, donc ça c'est l'étape d'avant. C'est les gosses à qui vous donnez un bol de lait au chocolat et qui tout le restant de la journée vont avoir le ventre qui gonfle et qui vont trouver ça normal, par exemple. Les intolérances, ça c'est justement les gamins qui ne vont pas supporter le lactose parce qu'ils manquent d'enzymes digestives, ça c'est de plus en plus fréquent. Et
à qui on va dire qu'ils sont allergiques au lait, alors qu'en fait, ils sont intolérants au lactose à cause de ce manque d'enzymes. Il y a la candidose, donc ça, c'est quand ils se mettent à faire otite sur otite, rhume sur rhume, et que vous n'en sortez pas, parce qu'à chaque fois, vous leur donnez des antibiotiques, et parce qu'à chaque fois, ça entretient la prolifération du candida. Et puis, il y a le TDAH, donc les troubles d'attention et d'hyperactivité. Il y a aussi l'asthme qui vient avec tout ça. Ça fait partie de ce qui est entretenu par l'inflammation interne, ainsi que l'eczéma. Et donc, au bout du compte, il y a cette toxicité qui s'installe parce que dès qu'il y a prolifération candidosique, il y a métaux lourds. En fait, disons que les métaux lourds ne partiront pas tant que la candidose est là et vice-versa. Donc, quand vous entretenez votre candidose, la candidose est en plus maintenue par la présence des métaux lourds. Et cette présence de métaux lourds entretient toute la liste que vous avez là, ici. Alors, c'est la toxicité dont on est en train de parler. Alors, ce qui entretient la toxicité, c'est cette candidose chronique, puisque si elle n'était pas là, on arriverait beaucoup plus facilement à éliminer les métaux lourds. Donc, comme elle est là, ça entretient la présence des métaux lourds, les sensibilités alimentaires et le déficit nutritionnel. Tant qu'il y a des sensibilités alimentaires, donc tant que l'absorption, enfin l'ingestion de certains aliments provoque de l'inflammation au niveau du ventre, cette inflammation va empêcher qu'il y ait une absorption normale des nutriments. Donc, ça fabrique et ça entretient le déficit nutritionnel. Alors, la candidose, voilà, je vous ai déjà beaucoup parlé du test de la salive, hein, qui est pour moi, bon, vous allez me dire, ouais, c'est décrié. Bien sûr, on peut dire tout ce qu'on veut, mais une chose est sûre, c'est que les tests formels, chimiques de la candidose, c'est du pipi de chat, ça sert à rien. Le seul moment où ça sert à quelque chose, c'est quand le test est positif. Là, on est archi sûr que c'est positif. Mais quand le test est négatif, ça ne veut rien dire du tout. Moi, je le vois par expérience, il vaut mieux de loin se baser sur le test de la salive qui va montrer qu'effectivement, on a un truc qui cloche au niveau de notre flore intestinale. Dès que la flore intestinale ne va pas, là, on sait qu'automatiquement, on fait de la candidose. C'est tout. Il n'y a pas de... Ça va ensemble, ok ? Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. De toute façon, encore une fois, on s'en fout. On s'en fout d'avoir la preuve, parce qu'avec les huiles essentielles et avec un petit peu de régime, on voit tout de suite la différence. Hein. Donc, qu'est-ce que vous risquez ? Ce n'est pas une chimio. Hein. Vous ne risquez pas de crever au bout du compte parce que vous avez essayé d'aller mieux. Hein. Donc, le mieux, vous faites le test de la salive. S'il n'y a absolument rien qui se passe dans votre eau, vous êtes complètement planté depuis le départ. Et ce n'était pas du tout ça. Et ça devient compliqué à ce moment-là. Parce que là, je vais vous avouer que je ne vois pas du tout ce qui peut se passer s'il ne se passe rien dans votre salive. Mais si votre salive a un comportement caractéristique, là, il n'y a tellement aucun doute. Bon. Bref, ce test, il montre que vous êtes envahi par ce qui s'appelle une levure saprophyte qui vit sous le contrôle de votre flore intestinale et que donc si votre test de la salive est significatif, ça montre que votre flore est défaillante et automatiquement quand la flore est défaillante, elle entretient un état inflammatoire qui est permanent et qui irrite les tissus avec ses déjections. Là, ce n'est pas la flore qui irrite les tissus, c'est le candida qui irrite les tissus, les digestions. Donc là, je vous ai montré quelques petits... Voilà, ça, c'est un exemple, c'est mon plus beau spécimen de test de la salive. C'était une de mes clientes à Hong Kong qui m'a fait ça, Madeleine. Merci Madeleine. Magnifique. Voilà. Donc, la candidose est responsable de plein de choses. D'allergies, c'est vrai. L'hyperactivité, les otites à répétition, les maux de ventre, l'eczéma, la fatigue, la mélancolie, la dépression, le manque d'attention, les maux de tête, les sautes d'humeur, la colère,
les douleurs articulaires, l'intestin perméable, le côlon irritable, les déficiences nutritionnelles, les infections respiratoires incluent l'asthme, les éruptions cutanées, les à répétition, les infections fongiques diverses. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas traiter ça séparément. Il faut aller directement là où c'est le plus important. Hein. Ce n'est pas la peine de se les faire les uns derrière les autres, ça ne servira à rien. Alors, il y a une notion hyper importante là-dedans qui va revenir X fois, c'est le déficit nutritionnel, surtout quand il s'agit des gamins. Le déficit nutritionnel, ça ne veut pas dire qu'on ne leur donne pas assez à manger, ça veut dire que ce qu'ils mangent ne sert à rien. Et ça provoque de l'anémie, de la constipation, de la toxicité interne, ça monopolise l'immunité et ça l'affaiblit, ça entretient l'inflammation, ça entretient les allergies, la candidose, l'eczéma, l'insomnie, les problèmes d'attention, de développement, la fatigue évidemment, l'apathie de toute façon, et ça ne vient que du fait que l'organisme n'a pas suffisamment de nutriments à donner à ses cellules pour fonctionner, communiquer et se reproduire. Voilà. Et donc, ce n'est pas associé à une quantité de nourriture et encore moins à une quantité de calories, mais à la qualité des ingrédients et au montant des nutriments absorbés. Donc, il y a une grosse différence entre, je ne sais pas moi, un verre de jus de pomme avec 3 BN au chocolat et la différence avec un jus de carotte maison et un morceau de saumon cuit à la vapeur, quoi. Rien à voir. Voilà, rien à voir. Le coup du saumon à la vapeur, c'est un truc que j'ai vu chez les Japonais. Les Japonaises, elles donnent ça à leurs gamins tout petits. Hein. Elles se baladent avec des petits sacs en plastique. Alors, un petit sac en plastique, il y a du riz cuit. Dans un petit sac, il y a du saumon cuit. Dans un petit sac, il y a des feuilles de nori. Et puis, elles prennent un bout de nori. Ou alors, j'en ai vu une fois à San Francisco dans la rue. Elle avait son avocat. Je l'ai vue, elle en a pelé un bout. Elle a pris une cuillère. Elle a été prélevée un bout de pulpe d'avocat. Elle a été la caser dans le bec de son bébé qui devait avoir quoi, 1 an et demi, 2 ans, là, bim. Bon, bah, il y a une différence entre ça et le paquet de Pépito. Hein, voilà, c'est pas la même chose. Okay, voilà, ça c'est quand vous prenez le paquet de Pépito et le jus de pomme, vous avez toute la liste là. Donc la toxicité, eh ben, c'est un excès de déchets métaboliques et d'autres substances toxiques dans les humeurs du corps. Et là, je dois dire que de ce côté-là, nos ancêtres, les Gaulois et autres, ils n'avaient pas tout raté en étant obsédés par les humeurs du corps. Parce que ces humeurs, je veux dire, le liquide interstitiel qu'il y a autour des cellules, c'est là-dedans qu'elles baignent, c'est énorme. Et c'est de là que les cellules récupèrent tout ce dont elles ont besoin. C'est là que ça va véhiculer donc, les déchets et la nourriture. Donc c'est énorme et il faut que ça soit de bonne qualité, sinon eh ben, on s'intoxique. Donc cette toxicité, on va la créer avec une consommation d'aliments morts et polluants comme des mauvaises graisses par exemple, des produits hautement raffinés, transformés, industriels, des colorants, des additifs et du sucre. Hein. Ça, c'est la toxicité. Ouais. Mais c'est aussi les métaux lourds. Les métaux lourds qu'on respire, malheureusement, surtout si on vit. Alors c'est marrant parce que, bon, moi ça fait quelques temps, depuis que j'ai quitté la Chine, je ne peux plus. Et j'ai été me mettre au vert de chez Vert, mais dans un coin où, franchement, là on est au vert. Et à chaque fois que je fais un tour, bon, peut-être pas à Boston, parce que Boston ça va, mais alors New York, je ne peux plus, quoi. C'est même pas la peine. Paris, oh là, j'ai souffert là en juin, mon Dieu, oh là là. Et c'est là qu'on fait la différence, quoi. Quand on n'y est plus dans ces grands endroits-là, dans ces endroits où... Moi, à chaque fois que je mets les pieds dans ces grandes villes hyper polluées, j'ai les yeux qui, comme ça, et puis j'ai le nez qui... j'ai tout.
Et ouais, parce que plus on se nettoie, plus le corps va avoir les moyens de résister et de réagir contre la toxicité. Hein. Et donc, les métaux lourds, c'est là qu'on se rend compte à quel point on en respire quand on va dans ces villes-là. On en boit. Puis évidemment, on s'en passait avec les médicaments et puis surtout les vaccins dès la naissance. Moi, c'est un truc qui me rend malade. Enfin, je veux dire, pour ma fille, j'étais pas au courant. Voilà. Pour mon fils, je vais vous dire que il a attendu avant d'en avoir un vaccin. Bon, maintenant, évidemment, là où il y a droit. Mais au moins, il n'en aura pas eu étant bébé. Euh, la toxicité, ça signifie que le corps doit se battre contre des substances qui devraient être éliminées, mais qui cependant restent coincées dans les tissus parce que même si on a tout ce qu'il faut, le corps a tout ce qu'il faut pour éliminer les toxines, lorsqu'il est surchargé, eh ben les organes baissent les bras. Lorsque les organes sont surchargés de toxines, ils n'ont plus la force. Ils sont surmenés. Et quand ils sont surmenés, ben, le boulot est fait au ralenti, à moitié. Et c'est là qu'on a des gros problèmes. C'est là qu'on se fait des insuffisances rénales. C'est là qu'on se fait des cirrhoses du foie. Bon, peut-être pas, même si ça ne va pas jusque-là, même déjà avant la cirrhose. Et c'est là que les gosses disjonctent aussi, parce qu'il y a un neurotransmetteur, le D4, qui, dès qu'il est surchargé, il se déconnecte très vite. Dès qu'il est pollué, ce D4, dès qu'il a trop de substances à nettoyer, et ben, il ne fait plus son boulot. Et c'est là que le gamin perd complètement les pédales. Okay. Donc, lorsque le corps se bat, c'est l'immunité qui travaille. Et l'inflation qui s'installe avec cette toxicité provoque plusieurs douleurs, un tas de sortes de douleurs d'intensité variable. Alors les métaux lourds, les métaux lourds, c'est pour ça que faire une prise de sang, c'est complètement idiot. Voilà, les métaux lourds ne sont pas dans le sang, les métaux lourds, ils sont dans les tissus adipeux, dans le gras. Okay, et les tissus adipeux, c'est quoi? C'est le cerveau, c'est les nerfs, c'est les reins. Hello. Et quand vous avez beaucoup de métaux lourds, les métaux lourds adorent garder agripper le candidat dans ses petits doigts. Et plus vous avez de métaux lourds, plus vous faites de candidose, donc vous subissez les déchets de ces champignons et les irritations au niveau du cerveau, des nerfs et des reins. Alors c'est là que vous avez des manifestations du genre Alzheimer, du genre des problèmes cognitifs, incapacité à vous concentrer, à focuser. Vous ne pouvez pas lire 2 lignes sans plus rien comprendre, pas pouvoir rester devant. C'est là que vous avez les nerfs qui tournent en bouillie, que vous avez des douleurs à un tas d'endroits, vous avez des problèmes neurologiques, que vous faites des scléroses en plaques. C'est là que vos reins n'éliminent plus rien, que vous avez des problèmes de peau, parce que quand les reins n'évacuent plus, faut bien que ça sorte quelque part, entre autres par la peau c'est un émonctoire. C'est là que vous faites des magnifiques éruptions et vous faites entre autres de l'eczéma. Donc, la présence des métaux lourds est presque toujours dénoncée par des problèmes d'humeur, des fonctions du cerveau, des troubles neurologiques, comme la sclérose en plaques, des problèmes de pression artérielle, puisque les reins ne fonctionnent pas bien, de difficultés d'apprentissage et de chute du QI. Et la conséquence, il y a aussi des conséquences qui se voient bien avant. C'est en général la constipation. Ces gosses-là, c'est rare qu'ils aient un magnifique, 3 fois par jour caca. Non, ça non. Ils vont peut-être y aller tous les 2 ou 3 jours. Rien à voir. Donc, il y a tout ce qui est installation de candidose avec troubles associés. Je ne vais pas vous redonner la liste. Il y a l'anémie, évidemment, puisqu'ils n'absorbent pas, la pâleur, les vertiges, mauvaise coordination, douleurs musculaires, problèmes digestifs, évidemment, problèmes de concentration et d'attention.
Et donc, les métaux lourds, on va les quantifier comment? En général, avec une analyse minérale des cheveux, une analyse d'urine. Alors, c'est vrai que bon, l'analyse de sang peut être utile dans certains cas. Ça dépend en fait de chaque type de métaux, à la limite, devrait être identifié par le sang, les cheveux, l'urine séparément. Okay. Mais bon, donc on va retrouver des métaux lourds dans les vaccins, les médicaments, l'air pollué, les additifs, les colorants, l'eau courante. Même s'ils ne sont pas considérés comme étant dangereux, pris séparément, c'est leur accumulation qui l'est. C'est la synergie de cette accumulation, en fait, qui provoque l'intoxication. Et ça, évidemment, ça, c'est jamais considéré. Surtout pas. Alors, avec tout ça, il y a des sensibilités alimentaires. Parce que, évidemment, dès qu'il y a toxicité et qu'il y a trop de métaux lourds, il y a évidemment cette accumulation de toxines qui font des trous dans les parois des intestins. Dès qu'il y a des trous dans les parois des intestins, ben, il y a des réactions à des aliments. Et c'est pour ça que je parle des sensibilités alimentaires qui sont en fait un effet différé. Qui va être identifiable par l'immunoglobuline G, qui là se teste au sang, hein, et qui montre qu'on réagit à des aliments. Hein. Et si on n'a pas identifié les aliments auxquels on réagit, on entretient cette inflammation. C'est pour ça que je dis à chaque fois, les gosses, il faut leur tester les IgG pour voir la liste des aliments auxquels ils réagissent. Mais alors que c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en considération par la médecine actuelle. Hein, il faut aller chez des super pointus ici qui sont spécialisés dans la médecine fonctionnelle pour enfin que ça soit prescrit. Hein. Donc, il est très difficile d'éliminer certains aliments chez ces gosses-là, mais il faut. Tant que ces aliments-là continuent à être consommés, les symptômes qu'on essaye d'éliminer ne disparaîtront pas. Donc, la sensibilité à un aliment va provoquer des réactions immunitaires dont les effets seront différés. La seule réaction que l'allergologue reconnaît, c'est l'allergie IgE, donc c'est la réaction instantanée à une substance. C'est le rhume des foins, le poil de chat, le beurre de cacahuète, etc. Rien à voir avec la réaction à IgG, donc c'est la réaction à un aliment. Donc, ce n'est pas une allergie, c'est une sensibilité. Donc, les sensibilités alimentaires, c'est la monopolisation et le déséquilibre de l'immunité. C'est la base de tout ce qui est auto-immune. Et c'est surtout le champ libre au candidat pour se surdévelopper en candidose chronique. Parce que l'irritation des tissus, l'entretien de l'inflammation interne, l'endommagement de la muqueuse de l'intestin, donc l'hyperperméabilité intestinale, c'est une des premières sources d'allergie des IgG qui sont potentiellement mortelles. Alors, ces sensibilités vont monopoliser le système immunitaire, entretiennent l'inflammation donc à divers endroits du corps, surtout dans les poumons quand il s'agit des asthmatiques, dans le côlon pour les colopathes, dans la gorge pour ceux qui ont des otites, dans la peau dans le cas de l'eczéma, dans le cerveau dans le cas du TDAH. Alors oui, évidemment, du coup, il devient crucial de changer l'alimentation. On s'en fout si c'est équilibré ou pas. Il faut que ça soit du sur-mesure. C'est tout. D'ailleurs, ça fait partie des trucs qu'on va s'éclater à voir en détail la semaine prochaine avec les filles qui me rejoignent à Strasbourg. Ça va vraiment porter principalement que là-dessus. Je vais leur apprendre à identifier elles-mêmes ce qu'elles peuvent manger, ce que leur corps ne peut pas toucher ou peut toucher pour le moment, à un moment précis. Elles peuvent le faire tous les jours. Voilà, donc pour certains, ça va être les plats en sauce, hein. Pour d'autres, ça va être enlever le gras, ou alors ne pas toucher aux produits laitiers. Bon, mais en fait, dans ce cas-là, il s'agit surtout de nourrir sans polluer. Parce que le manque de nutriments et le niveau d'absorption, c'est crucial ici. Les aliments que vous allez donner aux gamins doivent à la fois les nourrir, donc apporter des nutriments et pas des calories vides.
Il ne faut pas leur donner des aliments susceptibles d'apporter des toxines qui pourraient être évitées, hein, parce que sinon on tourne en rond, on reste dans la toxicité. Et il faut donner des aliments qui aient une bonne biodisponibilité pour augmenter le niveau d'absorption qui en général est à ras des pâquerettes. Alors, cette absorption. L'absorption, elle sert à nourrir les cellules. C'est l'absorption des nutriments. Ça ne sert à rien de manger un tas de trucs si ça nous glisse dessus comme sur les plumes d'un canard. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre pour nourrir les cellules, pour aider les cellules à bien fonctionner, à se régénérer, à communiquer, etc. Or, la plupart des gosses, ils n'absorbent rien. Parce qu'ils ont un système digestif inflammé. Ils sont épais comme des ablettes. C'était le cas de ma fille. Ça ne grossit pas. Moi aussi, je l'ai eu pendant très longtemps. J'étais sous-développée à tous les niveaux. Et donc, ces gosses-là ne sont pas nourris correctement en dépit de tous les efforts des parents. Parce qu'ils ont un problème d'absorption. Et là, je mets quoi? Je mets un verre de jus. D'accord, c'est un verre de jus de pomme maison. Qui est déjà énorme par rapport à un jus de pomme pasteurisé qu'on trouve dans les supermarchés. Parce qu'un jus, ça a cet avantage, c'est que ça ne nécessite pas d'être digéré d'abord. Alors, les gosses sous-nourris, ces enfants-là, on les reconnaît tout de suite parce qu'ils subissent des émotions toxiques. Ils ont une vie toxique. Et ils intoxiquent aussi leur entourage. Ils souffrent en permanence. Et de nombreux enfants sont souvent alimentés sans être nourris. Puis alors surtout, s'ils sont tous comme moi quand j'étais petite ou comme ma gamine, oh là là là, c'est des pestes. On ne sait plus quoi leur donner. Ils veulent absolument rien à part des cochonneries. Donc les parents s'arrachent les poils avec ces gosses-là. C'est-à-dire qu'ils vont absorber des calories vides qui vont satisfaire leurs besoins de sucre, d'hydrates de carbone, de tout ce que leur candidose nécessite pour continuer à proliférer, mais surtout, ça va laisser un énorme vide, c'est le vide de nutriments, de fibres, de minéraux, de vitamines, etc. Et ce vide, c'est le vrai responsable de pourquoi ils sont capricieux, coléreux, timides, peureux. Ils ont tout le temps envie de biscuits, pain, pâtes, sucre, etc. Alors, les émotions toxiques, hyper important parce qu'il ne faut pas les dissocier du reste. C'est la conséquence du reste. Alors, les personnes toxiques, on les reconnaît tout de suite, elles se ressemblent toutes. C'est d'abord leur foie qui souffre. Et comme c'est le foie qui souffre, elles sont d'abord en colère. Elles sont assez paranoïaques, elles sont impatientes. Elles semblent en permanence insatisfaites, irritables, arrogantes et même dépressives. Et les enfants, c'est pareil. Et ça, c'est la pente vers l'addiction. Alors, je vous ai déjà expliqué plein de trucs sur les émotions toxiques et j'en parle dans mon article aussi. J'ai fait un article sur les émotions toxiques et je vous dis que être attiré par des aliments notoirement addictifs comme sucre, blé, caséine, de lait, c'est le lot de ceux qui souffrent de candidose chronique. Ceux qui ne se sentent pas bien tout le temps, physiquement et émotionnellement. Et donc, ils vont se réfugier dans ce qui va leur procurer un plaisir gustatif immédiat. Ça va stimuler leur production d'endorphines, ça va leur donner l'illusion que ça va mieux. Et ça va surtout alimenter le cercle vicieux qui leur fait tant de mal, en fait, au bout du compte. Donc, il faut briser ce cercle vicieux. Il faut montrer le bon exemple, évidemment, parce que j'avais Emmanuelle, une de mes élèves, je me rappelle, elle m'avait aussi contactée au départ pour l'eczéma de ses gamins. Et comme ils sont tout petits, je lui ai dit que ça dépendait d'elle, donc on a dû bosser sur elle. Alors c'était très pratique parce que elle et les gosses, ils mangeaient d'une certaine façon, mais le père des gamins, lui, il voulait pas toucher à quoi que ce soit dans ses habitudes. Et je me rappelle, elle me disait, il a encore acheté sa brioche et son 4 quarts. Alors comment je fais, moi, pour que les gosses, ils aient pas envie de manger ça? Eh ouais. Vous ne pouvez pas demander aux gosses de faire attention et à côté de vous, vous mangez ce que vous voulez, quoi. En plus, c'est de la bêtise, parce que si les gosses ont ce qu'ils ont, c'est que vous avez quelque chose de pas loin. Donc, il faut montrer le bon exemple et surtout soi-même cesser de consommer les aliments interdits. Donc, il faut procéder insidieusement à des substitutions.
Alors, je dis souvent aux parents, si vous ne voulez pas que les gosses en réclament, il ne faut pas en acheter. Alors, bon, évidemment, alors, il y a aussi les histoires de oui, mais les grands-parents, vous comprenez, ils adorent leur faire des gâteries. Ah ouais, bah, les grands-parents, il faut leur foutre les jetons. Il faut leur dire que les gamins vont devenir diabétiques. En général, ça marche vachement bien. Et ce qui n'est pas loin, la vérité. Il faut, ouais, il faut dire aux grands-parents, bon ben voilà, le gamin, s'il continue à manger du sucre, des gâteaux, et ça, et ça, et ça, c'est cuit. On a eu des résultats sanguins effrayants. Il faut faire peur aux grands-parents. Alors évidemment, c'est plus dur quand les gosses sont gardés par une nounou qui veut surtout pas faire plusieurs types de repas. Bah, elle n'a qu'à aligner tout le monde sur le même repas, hein. Les autres gosses, ils vont en profiter aussi. Donc, il faut agir sur la toxicité par des biais détournés. Évidemment, il faut utiliser des compléments alimentaires et des huiles essentielles. Alors là, je ne peux pas vous donner de détails parce que c'est extrêmement personnel. C'est des trucs il y a des lignes directrices, mais après, il faut faire du cas par cas, il faut faire du sur-mesure. Donc, tout ce que je vous explique là, c'est pour que vous voyez qu'il y a des choses à faire, mais que vous voyez aussi l'étendue de ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a un système de nettoyage à mettre en route. Il faut impérativement nettoyer les gamins. De toute façon, plus on est nettoyé, plus on a envie de ce qui fait du bien et plus ce qui nous fait du mal. Voilà. On a peut-être l'élan au départ, l'habitude d'aller vers, et puis moi, c'est ce qui se passe avec les miens. Mais souvent, je ne les ai jamais empêchés de manger des cochonneries. Et pourtant, ici, on a le choix. Et combien de fois je leur ai fait le coup. J'aurais dit, tu veux un beau gâteau toutes les couleurs? Mais je te l'achète, ton beau gâteau toutes les couleurs. T'as le gamin qui mord dedans, tout content, et puis je vois la figure qui se déconfite, comme ça. Alors, ça te plaît pas? C'est trop sucré. Bon, maintenant tu le sais, c'est pas la peine que je te le dise. Oui, je le sais. Non, parce que nous, hein, on est des cons, hein, les parents, c'est bien connu. Hein. On peut dire au gamin, tu vas pas aimer ça, c'est trop sucré. On s'en fout. Il voit le gâteau qui a l'air tellement bon, il n'y a que s'il le goûte qu'il va bien se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Bref, si vous, à la maison, vous les habituez à des gâteaux qui sont très très peu sucrés, ils vont très vite se rendre compte que ce qui est dans le commerce, c'est immangeable. Donc, les cellules propres donnent accès au bonheur et à la joie, tandis que les cellules sales, c'est la porte aux maladies, à la tristesse, à la destruction et pire au cancer, parce que vous allez voir dans l'article que je vais me prendre mon pied à écrire pour ce week-end, qu'ils ont enfin fait le lien avec l'acidité. Et tout ce qui est cellules sales, c'est de l'acidité. Donc, commencez par nettoyer votre enfant en amont avec des suppléments et des huiles. Donc là, il faut que je vous reporte sur tout ce qui est huile qui assainisse, huile propre. Et déjà, ça va bien commencer comme ça. Alors, détoxifier. On commence par le foie. Parce que au moins, quand vous tapez dans le foie, vous tapez sur les émotions toxiques. Donc, le gamin sera beaucoup moins en colère et frustré. Ça aide considérablement. Alors, c'est vrai qu'il faut souvent éliminer les métaux lourds. Ça, c'est tout un business. J'ai toute une présentation là-dessus, juste là-dessus. Il faut soutenir les émonctoires, donc ce qui est urinaire et lymphatique. Il faut assainir l'environnement, assainir le système digestif, donc identifier les sensibilités alimentaires, la candidose, réparer les intestins. Ça ne se fait pas tout du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc, il y a toute une rééducation du comportement alimentaire. Ça prend du temps aussi. La détox du foie, c'est petite chose après l'une. Et il faut surtout éliminer un tas de trucs comme ce qui est jus d'orange, graisse hydrogénée, margarine, sucre blanc, lait de vache pasteurisé, homogénéisé, c'est immonde ça. Soda, moins de viande rouge, bon, pas de friture, pas de plat épicé fort. Le dernier pas avant 19h pour que le gamin puisse tranquillement processer tout ça et au dodo avant 21h maxi. Et il faut les mettre au jus de citron, à l'huile de coco, il faut les mettre à l'huile d'olive, éventuellement au miel, ça dépend s'ils sont bourrés. Enfin, de toute façon, on ne va pas considérer la candidose tout de suite. Hein. Déjà, il faut faire une chose après l'autre, il faut détoxifier le foie. Après la candidose, ça sera beaucoup plus facile. Il faut les mettre au lait de vache ou de chèvre cru, pas pasteurisé, au lait de coco, au jus de légumes. Il faut leur donner des infusions, l'habitude des infusions, des fruits et des légumes crus, hein, des suppléments de soutien du foie.
des huiles essentielles qui vont dans le même sens. Déjà ça, mais rien que ça, c'est énorme. Et ça peut être possible que si vous leur préparez leur repas. Donc, de préférence. Voilà. Alors, j'ai mis le cas où vous pouvez leur préparer leur repas. Dans ces cas-là, il faut user et abuser d'huile de lin de première pression à froid, de jus de citron, d'ail et de persil. J'ai bien dit d'huile de lin. Il faut évidemment en mettre partout, hein, de l'huile de lin, salade, légumes, mayo, beurre. Alors là, je vous mets une recette de beurre. J'ai pu feinter les miens quand ils étaient petits. Je leur ai coupé tout leur beurre avec de l'huile de lin. Le truc, c'est de le faire fondre, de le clarifier, de le touiller avec de l'huile de lin et de tout faire reprendre au frigo. Et là, les gosses, ils se voient, mais ils se rendent même pas compte, quoi. Ils se doutent pas. Et c'est un bon plan pour leur faire avaler de l'huile de lin sans qu'ils le sachent. Pourquoi de l'huile de lin? Parce que c'est un des aliments qui soutient le plus le foie, la construction du cerveau et naturellement anti-inflammatoire. Et c'est beaucoup plus facile de leur balancer de l'huile de lin à tout berzingue partout que de leur en mettre dans une cuillère et de leur faire avaler. Ça, je peux vous l'assurer. Le jus de carotte maison, c'est pareil. Je vous parle du jus de carotte maison parce que ça, au moins, c'est buvable. Le jus de carotte pasteurisé en bouteille, c'est immonde. Voilà. Donc, le truc, c'est que si vous mettez un petit peu de céleri dans votre jus de carotte, ça le rend déjà moins sucré. Enfin bon, vous pouvez en faire, en sortir de la centrifugeuse pour 2 jours. Hein, comme ça, vous n'y pensez plus. Et vous lui en mettez partout. Et surtout, vous lui en mettez dans un petit pot à emporter, enfin dans un petit truc à boire de préférence. Mais bon, s'il va à la cantine, ça change tout. Donc, on va en parler. Mais, ah bah tiens, je vous ai remis, voilà. Il faut parler aussi des huiles essentielles. Enfin, ça, je vous en parlerai. Les huiles essentielles, il faut en mettre à tous les niveaux parce que ça stimule l'évacuation des toxines, quoi que vous fassiez. Ça stimule la détox, même si vous n'y pensez pas, même si vous ne faites pas exprès. Même si vous ne leur mettez pas des huiles pour ça, ça va quand même stimuler la détox. Et là, je vous renvoie à l'équilibre de l'immunité. Je vous explique exactement comment les détoxifier tous les jours sans qu'ils le sachent avec l'équilibre de l'immunité. Le foie avec 3 huiles essentielles. Donc, pour un enfant de 3 à 10 ans, je vous donne quand même un petit plan détox du foie. Donc, dans 20 ml d'huile de base, vous y mettez 2 sec de l'Atlas, du romarin, de la camomille allemande. Et pour un bébé de moins de 3 ans, ça sera 5 gouttes d'Atlas, 3 gouttes de romarin et 1 goutte d'allemande dans 20 ml d'huile de base. Et ça, vous lui massez le bidon avec ça. Les petons, les jambons, les mouletons, le menton. Non, vous lui en mettez partout. Voilà. Les huiles. Donc, les huiles pour les gosses qui vont les aider à détoxifier le plus possible. Donc, la camomille allemande, c'est une des meilleures qui existent pour le foie. Et en plus, c'est une huile anti-eczéma, anti-inflammation, poussée dentaire, dermatite, nausée, obligée. Et elle bosse sur la colère. Ok ? Donc, c'est pas la camomille romaine, c'est la camomille allemande, donc la bleue, celle qui est bleue, et qui est la bête de la camomille, c'est ma préférée. Pour aller agir sur ce que vous ne voulez pas voir, qui est caché dans la vie de vos enfants. Le sel de l'Atlas, c'est l'huile des reins chez les gosses. Hein, et elle élève le niveau vibrationnel des reins de vos enfants. Donc, c'est grâce à elle qu'on va pouvoir facilement lui soutirer ces métaux lourds. Et surtout, c'est une huile anti-mucus. Donc, si c'est un gamin qui nous fait des otites tous les 2 secondes et de l'asthme, ça va tout changer. C'est l'huile anti-asthme. Ça aide à équilibrer la vie, ça soulage de la peur, de la colère, de l'anxiété, du manque d'indépendance. Et puis, il y a aussi le romarin, qui est l'huile du foie et des reins, et qui soigne la plupart des problèmes intestinaux, des douleurs d'estomac, de la congestion respiratoire. Hein. Et surtout, le romarin, c'est la fatigue mentale. C'est l'huile des révisions, mais c'est aussi l'huile des gamins qui n'arrivent pas à focusser. Hein. Donc, si vous en diffusez, bon, à défaut d'en avoir dans la salle de classe, qui serait l'idéal, enfin bon,
ce serait trop beau. Vous pouvez déjà l'en diffuser quand il fait ses devoirs. Alors, petit à petit, c'est pas la peine de... Là, je vous mets énormément d'infos, c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire et à prendre en considération. Mais c'est pareil pour les adultes, hein. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que les gosses ont le monopole. Non, non. Dans tous les cas, il faut y aller tout doucement pour amener à changer des réactions, à accepter, à être plus flexible, à vous écouter surtout. Et donc, il faut qu'au bout du compte, il vous laisse complètement changer son alimentation. Donc, en dessous de 7 ans, un enfant aura toujours besoin que sa maman se fasse traiter, et peu importe le déséquilibre. Donc, si vous avez des gamins qui souffrent de tout ça et qui n'ont pas 7 ans, qui sont en dessous de 7 ans, c'est vous qui devez y passer d'abord. Il n'y a rien à faire. C'est même pas la peine de négocier, ça ne se négocie pas. Il faut absolument que les parents y passent. Même si c'est plus grave, même si le TDAH est déclaré. Maintenant, ils arrivent à vous trouver un gamin de 3 ans avec le TDAH ou de la bipolarité. Bref. En général, c'est une fois qu'ils sont à l'école qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Mais avec un peu de chance, vous pouvez le trouver assez tôt. Parce qu'avant 7 ans, c'est beaucoup plus facile d'agir. Alors, ce manque d'attention et d'hyperactivité, comment ça se voit? Mais vous pouvez le trouver bien avant qu'il aille à l'école. Hein. Vous pouvez vous en rendre compte s'il fait des dessins qui ne sont jamais détaillés, par exemple. Si de toute façon, un dessin, s'il le finit, vous avez eu de la chance. Enfin, s'il le finit. S'il y a plus que la tête à Toto, vous avez du bol, quoi. Voilà. C'est un gamin, vous avez l'impression qu'il n'écoute jamais. Vous ne pouvez pas le poser quelque part, de toute façon. Il a du mal à comprendre les tâches qu'on lui demande. Il a du mal à s'organiser. Il n'aime pas l'effort soutenu. Il perd souvent ses affaires. Il est facilement distrait. Il oublie souvent, de toute façon, en général. Donc, il est hyperactif la plupart du temps. Il gigote sur son siège tout le temps. Il se laisse souvent, que ce soit en classe ou même à table. Hein. C'est un gamin, il va aller faire un truc, aller à la table, grignoter un bidule, retourner faire son truc, mais il ne va pas s'asseoir. Il ne tient pas en place. Il n'aime pas les activités calmes. Il va faire du bruit. Il va parler. Il va répondre avant la fin de la question. Il va avoir du mal à attendre, surtout. Il interrompt les conversations. Hein. Ça, il y en a plein des comme ça. Il y en a plein. OK? Alors, il y a des solutions qui sont publiées. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Ça fait quoi, une dizaine d'années qu'il y en a plein qui le savent. Mais bon, maintenant, ça commence enfin à être publié. On comprend à quel point tout ça, ça dépend de l'intégrité intestinale. Moi, j'en ai déjà parlé. Que tout est relié à la dysbiose. Que donc, tout ça, c'est la dysbiose est aussi reliée aux réactions des aliments déclenchants. Donc, à des sensibilités alimentaires, ça entraîne des déficiences nutritionnelles et ça abaisse l'immunité. Et du coup, ça entrave le fonctionnement des neurotransmetteurs dans le cerveau qui est surchargé en toxines et qui est inflammé. Donc, tout ça, ça vient d'être publié, c'est reconnu. Et si un toubib que vous voyez ne le sait pas encore, c'est qu'il est complètement ringard et qu'il est à côté de la plaque et qu'il ne dit pas ce qu'il faut dire. Au sujet de l'inflammation, donc maintenant, on sait à quel point les toxines excrétées par le candidat entretiennent cette inflammation. Ça y est, c'est publié aussi. On sait le lien avec l'hyperperméabilité des parois de l'intestin, la fuite dans l'organisme de molécules indésirables, et on sait que la seule vraie solution, c'est d'enrayer tout le processus pour faire disparaître les déséquilibres. Et c'est pareil pour tout ce qui est chronique, comme l'asthme, obésité, eczéma, allergie, constipation chronique, etc. Donc là, je vous ai donné l'exemple du TDAH, mais c'est exactement la même chose pour le reste. Donc, il faut de la méthode dans la prévention aussi. Alors, je ne vous cache pas que, moi, quand j'ai commencé à me pencher sur le cas des gamins que je voyais en Californie, j'ai eu la chance qu'une copine américaine me mette le nez sur un bouquin, le bouquin du Dr. Bock,
qui a écrit un pavé. Ce type-là, c'est un spécialiste des autistes. C'est ce qu'on appelle un DAN doctor. Enfin, maintenant, ça a changé. Je crois que DAN, ça n'existe plus. C'est donc Defeat Autism Now, ça s'appelle. Et donc, c'était des toubibs qui ont dû se réunir ensemble pour bosser correctement sur l'autisme, parce que c'est pas avec des médicaments et c'est pas avec les trucs classiques qu'on y arrive. Il faut bosser sur le ventre de ces gamins-là. Donc, lui, il a écrit beaucoup de choses et il a témoigné, il explique combien la majorité des cas d'autisme et TDAH étaient déclenchés à la suite d'un rappel de vaccin, en général après la première année du bébé. Et moi, la façon dont j'ai été au courant de tout ça, c'est directement à cause d'un gamin qui s'est arrivé à 1 an et demi. Il a eu un rappel de vaccin et il est devenu autiste tout de suite, instantanément. Voilà. Donc, un bébé, dans ce cas-là, il a son rappel et puis subitement, il se met à hurler. Souvent, il fait des convulsions. Il souffre. Et vous le retrouvez, c'est devenu une poupée de chiffon. En général, il ne vous regarde même plus. Ça y est, regard vide, type. Donc, le premier acte, c'est de s'assurer que le gamin, il est capable de supporter un vaccin. Et donc, il faut vérifier tout ça avant de le faire vacciner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les vacciner. Je dis qu'il y a des moyens de vérifier que son immunité lui permet d'être vacciné, que son niveau de toxicité lui permet d'être vacciné. Et il y a moyen de vérifier tout ça, d'autant que normalement la législation n'impose les vaccins qu'aux gamins qui sont en état de le supporter. Donc autant en être sûr. Moi je sais qu'aujourd'hui, je vois mon fils, il a de loin pas été dans le même état que ma fille. Et lui, je me demande comment il aurait été si j'avais vacciné comme j'ai fait vacciner ma fille par ignorance. Donc, j'en ai vu, moi, des gamins transformés en poupées de chiffon. Et une fois que c'est arrivé, c'est foutu. On ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a absolument rien. On peut arrondir les angles, mais il ne sera jamais, jamais, jamais normal. Voilà. Donc moi, tout ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'il y a moyen de prévenir tout ça. Et la bonne prévention, c'est d'avoir accès à des examens tout simples qui permettent de... En général, c'est un swab dans la bouche pour voir... ça peut se voir au niveau génétique, ça peut se voir au niveau immunitaire. Je ne me rappelle plus ce que c'est, mais enfin bon, je ne suis pas spécialisée là-dedans, je ne le fais pas moi. Il y a certainement des choses qui apparaissent tout le temps, mais il y a plein de choses. Donc là, je vous ai fait une petite... un petit récapitulatif de ce que la médecine traditionnelle va vous proposer. Elle va vous proposer le méthylphénidate, qui est cette cochonnerie de Ritaline, qui est en fait des amphétamines, et qui accroît souvent les symptômes chez certains enfants, mais qui provoque, là aussi, et ça a été interdit finalement en Californie parce que ça provoquait trop de crises cardiaques chez les gamins, chez les ados. Donc, ça masque les symptômes, ça rend léthargique et dépendant de la prochaine dose la plupart du temps. Et dans 30% des cas, pour les enfants de moins de 6 ans, on trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Bon, on dit, c'est des mesures éducatives. On va essayer de ne pas donner ça aux gamins de moins de 6 ans. Bien que maintenant, il y a de plus en plus de gamins qui en aient. D'ailleurs, j'ai fait un article dessus. Donc, pourquoi il y a plus de TDAH et pourquoi il y a plus d'autisme ? En 20 ans, donc, le nombre d'enfants diagnostiqués avec ça a augmenté de 400%. Je vous rappelle qu'au début du siècle dernier, ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Oh, ça alors, il n'y en avait pas. Mais il n'y avait pas la même toxicité qu'aujourd'hui. C'est pas dur de faire le lien quand même. Aujourd'hui, on a des toxines environnementales, des métaux lourds, des hormones, des antibiotiques et des polluants partout qui empoisonnent notre eau, notre air et nos aliments. Notre alimentation, elle s'est considérablement appauvrie. À l'époque, il y a un siècle, quand on mangeait une orange, on avait de la vitamine C pour la journée, maintenant c'est foutu. Aujourd'hui, notre alimentation elle est tellement appauvrie qu'elle ne suffit pas à soutenir notre désintoxication quotidienne.
Et comme le nombre de vaccins a augmenté par-dessus le marché, ben, on augmente nos doses de mercure, hein, au passage. Les 3 injections qui sont données à un bébé de 2 mois contiennent 99 fois plus de mercure que ce que l'Agence de protection de l'environnement considère acceptable et sanitaire. 99 fois. Hein, je ça comme ça. Donc, évidemment, si un gamin a un terrain inflammatoire déjà qu'il est prédisposé, je ne vous raconte pas ce que ça lui fait. Donc ça, c'est une façon de prévenir, c'est d'aller déjà vérifier que le gamin n'est pas prédisposé. Après, évidemment, si le gamin il n'est pas trop atteint, on peut quand même agir sur son système immunitaire, sur son niveau nutritionnel, sur son système nerveux. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut surtout éliminer les métaux lourds, détoxifier le candidat, identifier les sensibilités alimentaires, reconstruire la flore intestinale, réparer les intestins, relancer le système naturel de détoxification, donc la méthylation. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Il faut résister à la manipulation des gosses, parce que, et puis même partout, parce que c'est très difficile de passer au travers de l'offre de sucre, de sel, de gras. Il faut extrêmement choisir et identifier ce qui est bon pour le petit, être capable de le savoir, de l'identifier, de le faire quasiment au jour le jour. Il faut trouver des alternatives à tout, surtout aux céréales toutes prêtes et aux biscuits apéritifs. Il faut savoir impérativement, correctement manipuler les huiles essentielles. Parce que ça, c'est énorme à quel point ça joue. Enfin, moi, je l'ai vu sur des gamins qui faisaient rien d'autre que ça et déjà, ça fait énormément. Donc aujourd'hui, on fait plein de petits trucs qui sont dépourvus de gluten. Il faut faire attention parce que ce qui est proposé dans le commerce sans gluten, c'est bourré de sucre et d'autres cochonneries dont on n'a pas besoin. Donc le mieux, c'est de tout préparer vous-même. Voilà. Donc en conclusion, un enfant propre de l'extérieur ne sera pas attiré par ce qui est toxique. Mais un enfant propre peut être aussi lentement intoxiqué par son environnement. Hein. Donc, c'est extrêmement important de savoir comment le désintoxiquer tous les jours, au jour le jour. Et c'est donc à vous de faire en sorte que l'environnement lui fasse le moins mal possible et que cet environnement ne tire pas la gâchette des maladies chroniques, parce que je vous rappelle encore une fois et je vous l'explique, c'est comme un fusil chargé. Hein. Le gamin, c'est son hérédité qui charge le fusil et c'est l'environnement qui presse la gâchette. Donc, si le gamin est prédisposé et que l'environnement va s'y prêter, il va déclencher quelque chose. Donc, le but, c'est quand même de savoir s'il est prédisposé ou alors vous faites quasiment comme s'il était prédisposé, ça va plus vite. Voilà. Mais ne tirez pas la gâchette du fusil des maladies chroniques. Beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais n'importe quel gamin peut être prédisposé. Voilà, messieurs, dames. On va passer aux questions-réponses.